20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Grève de 2 jours et grève illimitée en vue. Si rien n'est fait pour satisfaire à sa plateforme revendicative, le site Juste prévoit de marcher le 8 janvier prochain pour la revalorisation des salaires et l'application des accords liés aux réformes statutaires. Vous entendrez le secrétaire général du syndicat dans ce journal. 148 candidatures annoncées au départ, mais au finish, 27 dossiers déposés au niveau du Conseil constitutionnel. Le parrainage serait-il passé par là? Oui, de l'avis de nombreux observateurs. Mais Cheikh Alassane Sène, l'un des candidats à la candidature qui s'est finalement désisté, réfute cette thèse. Ses explications dans un court instant. Mbanda, dans la commune de Diama à Saint-Louis, dans une précarité totale, sans eau, sans électricité. Le village qui existe depuis 66 ans lance un SOS aux autorités. Puis en sport, Khalidou Koulibaly, victime de racisme. Le défenseur central de Naples a été hué copieusement par des supporters de l'Inter de Milan lors du match qui a opposé ce mercredi les deux clubs. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec le site Juste qui a entamé aujourd'hui une grève de 2 jours. Si sa plateforme revendicative n'est pas satisfaite, eh bien une grève illimitée n'est pas écartée. Selon le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice, Maître El Hadj Aya Boun Malik Diop, dans le plan d'action du site Juste, il est prévu une marche le 8 janvier prochain dans la capitale, et ça pour revendiquer notamment une revalorisation des salaires, mais aussi l'application des accords liés aux réformes statutaires. Le site Juste a fait face à la presse. Je vous propose d'écouter Maître Aya Boun Malik Diop au micro de Mambiram Diouf. Nous organiserons une marche le 8 janvier au moment où se tiendrait l'audience solennelle de la rentrée des cours et tribunaux. Parce qu'en tant que membre de la famille judiciaire, nous ne sommes pas dans un cadre d'esprit d'être dans ces festivités au moment où on nous contraint à vivre des précarités. Nous, en tant que membres de la famille judiciaire qu'on considère comme les parias de la justice, nous allons battre le macadam. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une institution à double vitesse où il y a des salaires de 5 millions, de 2 millions, de 3 millions et des salaires qui ne dépassent même pas 100 000 francs. Ça, c'est indécent. C'est indécent. Il faudrait que le peuple sénégalais le sache. Et quoi qu'il en soit, un jour nous aurons gain de cause. Peut-être que ça ne sera pas avec Ismaël Madior Fall, peut-être que ça sera avec un autre gouvernement, peut-être que ça sera avec un autre ministre de la Justice. Allez, nous restons dans le registre judiciaire pour parler cette fois-ci de Ngaka Blindé. Finalement libéré, le juge de la Chambre correctionnelle de Dakar vient de prononcer le renvoi des fins de poursuite. Le tribunal a également débouté l'agent judiciaire de l'État qui réclamait 50 millions de francs CFA. Selon son avocat, eh bien, c'est le droit qui a tout simplement été dit. Je vous propose d'écouter Maître Aboubakri Baro au micro de Alassane Ba et Gervais Yao. Je salue d'abord la clairvoyance du tribunal qui a rendu une décision empreinte de sagesse, et j'estime que le droit a été dit. J'estime que cette décision est entièrement satisfactoire pour avoir fait droit à toutes nos demandes, car je précise que nous avions auparavant plaidé la liberté provisoire au profit du sieur Baba Ndiaye alias Ngaka Blindé ainsi qu'au profit de son co-prévenu Khadim Thiam. Le juge a fait droit à notre demande. En quoi faisant? En ordonnant la liberté provisoire des prévenus. Et aujourd'hui, date à laquelle la décision a été rendue, le juge a prononcé la relaxe, je dirais même bien, le juge a renvoyé les prévenus des faits de la poursuite. Donc c'est une décision tellement satisfactoire que je puis vous dire que lorsque un tribunal prononce le renvoi des faits de la poursuite, c'est que ce même tribunal estime qu'il n'y a pas de délit. Et même s'il y a un délit, ce délit ne saurait et ne pourrait être imputable à un prévenu qu'on poursuit. L'actualité politique à présent, 148 candidatures annoncées au départ, 27 déposées au finish au niveau du Conseil constitutionnel. Alors, question, le parrainage serait-il à l'origine de plusieurs désistements? Eh bien, Cheikh Alassane Sène du mouvement d'Ajdep dira non en ce qui le concerne. Selon lui, eh bien, il a collecté plus de 57 000 parrains. Sa décision reste motivée, dit-il, par un travail pour la stabilité du pays. Alassane Ba et Gervais Yao l'ont rencontré. Reportage.
Il avait affiché son ambition pour participer à la présidentielle de février 2019. Mais au finish, Cheikh Alassane Sène a renoncé à cette volonté. Le leader de Dajdeb rassure, le parrainage n'y est pour rien. Vous savez, Dieu parle aux doués de raison. Nous avons, de manière intelligente, analysé la situation politique de notre pays. Nous avons décidé, après avoir collecté un peu plus de 57 000 signatures que nous allons vous présenter d'ailleurs, nous avons décidé de nous mettre dans le cas de ceux-là qui vont travailler pour la stabilité du pays et non de ceux qui veulent aller vers la déstabilisation. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de renoncer à déposer notre dossier de candidature au Conseil constitutionnel. Mais en même temps, nous ne nous arrêtons pas là. Nous allons poursuivre le combat pour l'équité, pour éradiquer toutes ces disparités sociales. Cheikh Alassane Sène reste ouvert à tous les candidats qui ont déposé leur dossier au Conseil constitutionnel. D'ailleurs, il dit avoir échangé avec certains, comme Bougane Gueye Dany, pour échanger avec eux et ensuite prendre la décision de celui avec qui nous allons cheminer ensemble en vue de gagner ces élections. Nous avons décidé de redorer le frontispice de notre République en isolant personne, mais ensuite en jouant carte sur table avec celui qui portera notre combat. Et le mouvement, le comité directeur de ce mouvement, m'a donné carte blanche pour que je puisse parler à l'ensemble de ces candidats et de les... le président Sall? Je n'exclus personne. Le candidat Sall, c'est un Sénégalais, comme les autres candidats. Vous savez, ma candidature était une candidature de réconciliation. Et elle n'exclut personne. Plus d'une centaine au départ, mais à l'arrivée, seuls 27 dossiers ont été reçus par le Conseil constitutionnel. Le parrainage aurait-il bloqué certains? Une interrogation que beaucoup de Sénégalais se posent. Le parti au pouvoir, vertement critiqué par le secrétaire national du parti Rewmi, chargé de la massification. Selon Ali Saleh, eh bien, le régime de Macky Sall est en train d'entraîner le Sénégal dans un gouffre. Il a tenu ses propos dans l'arrondissement de Sindian où il a présidé un meeting. Je vous propose de l'écouter au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Le président Macky Sall a une vision qui s'arrête à Diamniadio. Il a essayé de délocaliser un peu la capitale Dakar pour l'amener à Diamniadio. Donc une vision qui est très simpliste, qui tranche avec effectivement ce qu'on doit appeler une bonne politique de décentralisation. Le président Macky Sall a englouti le Sénégal dans un trou. Et nul doute qu'il n'a pas les prérequis en termes d'expérience, en termes de compétences pour sortir le Sénégal de ce trou-là. Et vouloir effectivement faire ce qu'on appelle du soul-bouki sur le bouki. Parce qu'en fait, avec justement ces engagements-là, il va essayer de payer des dettes qu'il aura donc contractées effectivement au cours de son septennat. Voilà en fait la démarche dans laquelle le président Macky Sall est en train justement de dresser le Sénégal, et ça au nom des intérêts étrangers. Et voilà, nous quittons le sud pour le centre du Sénégal, destination Diourbel. Sur place, les commerçants du marché Ndoumbé Diop étaient dans la rue. Ils ont manifesté contre l'arrêt des travaux de réhabilitation de leur marché. Un mouvement d'humeur qui s'est soldé par la remise d'un mémorandum au préfet du département de Diourbel, compte rendu signé Babacar Diouf. Dans les rues, les commerçants du marché Ndoumbé Diop ont marché. Ils ont manifesté pour s'insurger contre l'arrêt des travaux de réhabilitation de leur marché. Au finish, ils ont remis un mémorandum au préfet du département de Diourbel. Aujourd'hui, avec les barrages établis par l'entrepreneur dans l'enceinte du marché, les usagers ont toutes les difficultés pour s'y mouvoir. Le délai d'exécution des travaux étant initialement fixé à 5 mois, la réception aurait dû être faite depuis le mois d'août 2018. Et voilà que depuis 2 mois, le chantier est arrêté. 9 mois, nous subissons une calvaire qui n'a que trop duré. C'est pourquoi nous sollicitons la prise en charge de nos revendications qui s'articulent essentiellement autour de 2 points. La reprise immédiate et sans délai des travaux, l'ouverture d'un passage dans le chantier pour faciliter la mobilité dans le marché.
À Ndoumbe Diop, ces commerçants et commerçantes qui souffrent de l'état dégradant du marché. Cette marche est une étape de leur lutte pour la reprise des travaux de réhabilitation du marché réduit en cendres par un incendie il y a déjà 2 ans. Allez, zoom sur Mbanda à présent, c'est dans la commune de Diama, dans la région de Saint-Louis, une localité plongée dans une précarité totale, sans eau, sans électricité. Le village qui existe depuis plus d'un demi-siècle, 66 ans exactement, a lancé un cri de cœur aux autorités Ousseynou Diop à Abibsek. Mbana est un village de 1000 habitants. Ici, les conditions de vie sont extrêmes. L'eau utilisée par les populations vient des puits construits il y a plusieurs dizaines d'années. Nous avons des problèmes d'eau. Nous ne pouvons même pas pratiquer normalement les 5 prières parce que nous n'avons pas d'eau. C'est pourquoi nous tendons la main à tout le monde. Il n'y a pas de courant ni d'école française pour une bonne éducation de nos enfants. Il n'y a pas de poste de santé. Pour évacuer nos malades, on fait parfois des dizaines de kilomètres. Dans ce village situé dans la commune de Diama, les jeunes fréquentent rarement l'école française. Depuis sa création il y a 66 ans aujourd'hui, aucune école n'est construite dans ce village qui souffre de plusieurs maux. Nous sommes des Sénégalais, mais les autorités nous ignorent. Les enfants boivent l'eau de ce puits au même titre que les animaux. C'est le moment pour les autorités de prendre en charge nos préoccupations. Ces populations ont également lancé un message au chef de l'État Macky Sall pour qu'il prenne en charge leurs préoccupations. Nous sommes ici depuis 1952 et depuis notre arrivée, nous buvons l'eau des puits. Nous voulons certes que le village soit électrifié. Les bailleurs de fonds et les organisations non gouvernementales également doivent nous soutenir pour que le village puisse avoir de l'électricité et de l'eau potable. Mbana souffre de plusieurs maux. Ses habitants vivent toujours dans le désarroi. Laissés à eux-mêmes pour survivre, ils veulent désormais avoir une vie normale, au même titre que les autres Sénégalais dans les zones urbaines. Et après Manda, les habitants de Tankanto Escale, une commune située à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, un village qui souffre d'un manque criard de pistes praticables suffisant pour que justement ces populations réclament leur part des programmes du PUMA mais aussi du PUDC pour justement leur désenclavement. Reportage Abdoulaye Diallo. Tankanto Escale est l'une des communes rurales du Sénégal située dans la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Leurs habitants se demandent pourquoi des programmes tels que le PUMA, le PUDC n'interviennent pas dans leur localité. En tout cas, la grande priorité de Tankanto, c'est autour du désenclavement. Parce que Tankanto est une commune très enclavée. Malheureusement, ça coûte très cher. Vous ne pouvez pas avoir tout de suite un partenaire qui vous le fait. Mais j'en appelle quand même à l'État pour que ces programmes-là, que ce soit le PUDC, le PUMA, parce que nous sommes une commune frontalière avec la République sœur de Guinée-Bissau. Je ne vois pas pourquoi le PUMA n'intervient pas à Tankanto. Je ne vois pas pourquoi le PUMA n'intervient pas dans la région de Kolda. Il faut que l'État pense à nous à travers ces programmes. Le manque d'électricité est également un facteur qui entrave lourdement le développement des 78 villages de la commune de Tankanto Escale. Parce que les plus grands défis que nous avons à relever aujourd'hui à Tankanto, c'est la question de l'énergie. L'énergie et le désenclavement, comme je l'ai dit. Nous sommes en train de lutter, en tout cas contre vraiment les urgences à Tankanto, mais nous en appelons à la responsabilité de l'État pour que quand même le désenclavement soit une réalité à Tankanto. L'État brille par son absence dans plusieurs localités. C'est pourquoi les populations prennent leurs initiatives, même s'il y a des risques. Vous avez vu, il y a 2 ponts. Il y a 2 ponts qui sont déjà faits sur la base quand même de la volonté locale. C'est des populations qui se sont mobilisées pour couper du bois, pour réaliser des ponts d'une longueur de plus de 30 mètres. Ça, je pense qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, l'État quand même doit tourner vers Tankanto Escale pour nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Malgré ces difficultés, l'équipe municipale de Tankanto a pu décrocher un partenariat à travers la coopération décentralisée avec des communes de la France telles que Mainvilliers et que ses partenaires comptent apporter un soutien aux femmes de Tankanto Escale par la mise en place de périmètres maraîchers clôturés et équipés.
Allez, retour dans la capitale à présent pour nous intéresser aux obstacles à l'émergence d'un entrepreneuriat féminin fort au Sénégal. Quelles solutions préconiser? Thème du panel de ce jeudi matin plutôt, un panel initié par le réseau des jeunes femmes entrepreneurs, le REGEF, qui demande une meilleure implication de la gente féminine dans les politiques de développement avec l'octroi surtout de financements plus conséquents. Le réseau a à ce titre signé une convention de partenariat avec le programme de la microfinance islamique et à ce propos, nous écoutons Fatoumata Fall, présidente du REGEF au micro de Mambiram Diouf. Des femmes patronnes qui puissent être vraiment là et qui puissent avoir un poids économique dans notre société. Allez, un petit souci avec cet élément que nous n'excluons pas de retrouver certainement dans d'autres éditions, dans nos prochaines éditions. Parlons de ces chiffres alarmants. 7 millions de personnes décèdent par an, dont 6 millions sont non-fumeurs au niveau mondial. Fort de ce constat et pour ne pas avoir le même scénario ici au Sénégal, eh bien, l'association des juristes sénégalaises et ses partenaires luttent contre ce phénomène et cela en sensibilisant les tenanciers de bars et boîtes de nuit sur les sanctions prévues afin qu'ils puissent faire des aménagements d'espaces fumeurs. À cet effet, une rencontre a réuni ce matin justement différentes parties prenantes autour de la table pour amorcer la réflexion. Reportage Aïssatou Keiba et Gervais Yaou. La JS sont croisade contre le tabagisme. Les bars et boîtes de nuit, principale cible de la JS. Objectif, sensibiliser sur les dangers du tabac, mais également les sanctions encourues. Les responsables de bars, de restaurants, d'hôtels et de boîtes de nuit. Nous les avons rassemblés pour essayer de renforcer leur capacité par rapport à la législation contre le tabac, la loi contre l'anti-tabac, échanger avec eux aussi sur les enjeux de santé publique du tabac et voir aussi avec eux quelle stratégie on pourrait développer pour que quand même la loi soit effectivement appliquée dans ces lieux. L'association des juristes sénégalaises met à contribution les Badianougor pour une réussite de cette campagne anti-tabac. Nous avons déjà commencé certaines stratégies avec des cibles avec qui nous travaillons sur d'autres questions qui interpellent les droits des femmes et des enfants, tels que les leaders communautaires. Nous avons travaillé avec ces Badianougor hier toute la journée pour mieux les outiller par rapport à la loi, pour mieux les sensibiliser, pour qu'elles puissent apporter leur contribution à la question. Cette rencontre était l'occasion de revenir sur les dangers liés à l'utilisation de la chicha, très prisée par les jeunes, de même que la cigarette électronique. La chicha est un problème actuellement ici au Sénégal. Il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à fumer à la chicha. Et si on regarde très bien la législation sénégalaise en matière d'interdiction de fumée dans les lieux publics, et même concernant les produits du tabac qui sont commercialisés au Sénégal, la chicha, elle est interdite. La consommation de tabac de plus en plus répandue dans la société, des études ont montré une large féminisation de ce phénomène. Un constat de l'association des juristes sénégalaises et ses différents partenaires cherchent à trouver des solutions à éradiquer. Semaine africaine des sciences, des chercheurs scientifiques ont mis l'accent cette année sur l'enseignement des sciences chez les enfants, des ateliers de peinture, de poterie, de physique-chimie, entre autres, destinés aux tout-petits. Différentes activités qui se poursuivent jusqu'au 30 décembre prochain au Centre culturel de Ouakam. Et nous écoutons les explications du docteur Khadija Toussal. Elle est biologiste moléculaire de formation et ses propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye et Ababakar Kamara qui y ont fait un tour. Nous avons remarqué que dans ce pays, nous avons un problème de main-d'œuvre en fait. Donc on n'a pas assez d'ingénieurs, on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de scientifiques. Donc pour changer cette donne-là, il faudrait commencer à promouvoir la science dès le bas âge, de telle sorte à ce que les enfants soient beaucoup plus intéressés pour aller vers ces métiers qui à notre avis, est l'avenir du pays. On fait des ateliers. Donc des ateliers, comme notamment aujourd'hui on a fait des ateliers sur l'eau. Donc on fait des ateliers de physique, des ateliers de chimie pour montrer par exemple aux enfants quelles sont les propriétés de l'eau. Et aussi on fait des ateliers de programmation informatique dès le bas âge. Par exemple,
on a des ateliers qui commencent dès 4 ans, de 4 à 7 pour faire de la programmation informatique. On a aussi des ateliers de 8 à 14 pour la programmation informatique. On a des ateliers de micro-jardinage pour les enfants. On a des ateliers de peinture et notamment aussi on a des ateliers de poterie et des ateliers d'électronique. L'avenir des personnes âgées, une préoccupation, un défi même sociétal selon le collectif national des retraités. Cette couche sociale dit être lésée par l'État. Mame Biram Faye, président du collectif, invite les pouvoirs publics à instituer dorénavant un statut aux personnes du 3e âge, mais également à valoriser les pensions de retraite en instaurant un minimum vieillesse. Objectif, leur permettre de vivre leurs vieux jours en toute quiétude. Nous l'écoutons au micro de Koumba Amadlo. Vous savez que les personnes âgées regroupées dans des associations doivent jouer un rôle au niveau de notre pays et dans tous les segments, que ce soit dans les institutions de la République ou que ce soit dans les institutions sociales. Et ce rôle-là, s'il n'est pas dévolu et totalement dévolu à ces organisations de personnes âgées, vous savez, nous avons le devoir d'élever la voix pour attirer l'attention de tous ceux qui, demain, comptent et espèrent tenir les rênes du pays. Lors de la conférence sociale en 2016, le président avait insisté sur la refonte des textes et de l'IPRES et du FNR. Ce sont les institutions sociales qui tiennent les retraités. Mais les gens tardent à le faire. Et à l'image donc de ces éléments qui composent le conseil d'administration, les retraités, les ayants droit, doivent pouvoir élever la voix à titre officiel et non des observateurs qui viennent acquiescer quand on leur dit c'est comme ça qu'on fait les choses. Sauver ou périr, le titre du roi du Mbalakh dédié aux vaillants sapeurs-pompiers appréciés à sa juste valeur par la corporation. Sous la direction de leur commandant de brigade Victor Tine, eh bien, les soldats du feu ont témoigné au président du conseil d'administration du groupe Futur Média, par ailleurs star planétaire du Mbalakh, toute leur satisfaction pour ce beau titre à eux dédié. Aïssatou Paye a assisté à la rencontre. Les soldats du feu se sont déplacés en nombre. Leur général à la tête du convoi, avec à cœur de féliciter, remercier et honorer le leader du Super Étoile. Rien que des honneurs, rendre à César ce qui lui appartient. C'est très important de montrer le travail que les sapeurs-pompiers font et les sapeurs-pompiers rassurent les populations. Et je disais, pour terminer, que je vais le dire en Wolof, soy seet ku amul non ñi la boy wër ko xamné amul benn non ñi la. Donc merci beaucoup et vraiment merci encore une fois. Après avoir remercié à son tour le commandant de la brigade, des souvenirs se sont réveillés, même une idée a rejailli. Mais c'est avec un très grand plaisir et je ne suis pas le seul, les populations en redemandent encore. La nuit du feu est toujours là. On voit, on se rappelle, on se souvient de cette grande soirée, de ce grand moment de communion et de reconnaissance envers les sapeurs-pompiers. Donc nous sommes sur la voie. Une autre voie à suivre, celle d'une collaboration entre les deux entités. Monsieur le ministre, vraiment pour tout ce que vous avez fait pour les sapeurs-pompiers depuis très longtemps et tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Espérant, véritablement souhaitant et priant pour que tout cela puisse continuer au grand bénéfice et de votre structure et des populations sénégalaises par l'action des sapeurs-pompiers. Youssou N'Dour est réceptif à cette idée. Nous allons collaborer encore beaucoup plus étroitement pour arriver à des choses. Il y a des choses intéressantes au-delà même de leur intervention. Ce sont des acteurs de la vie et le groupe a besoin de ça pour innover,
pour amener des choses. Donc nous allons travailler ensemble et ça nous allons demander à la direction générale de se rapprocher de la brigade. Le 4 mai est dédié aux sapeurs-pompiers, journée internationale des sapeurs-pompiers. Je pense qu'il y a un comité qui vient de se mettre en place spontanément et ce comité dès la semaine prochaine va travailler pour nous proposer des choses que nous allons valider. Bientôt La sortie du clip pour faire danser ce trémoussé mélomane et soldat du feu. Allez, un mot de sport avant de se quitter avec le monde du football italien en émoi. Outre la mort d'un supporter après la rencontre Inter de Milan-Naples, un nouveau cas d'acte de racisme s'y est donc passé. Le défenseur international sénégalais du club napolitain comme victime, Kalidou Koulibaly. C'est l'indignation totale à travers le monde et chez les acteurs du jeu. Récit Chersadi Boudjara. Kalidou Koulibaly, dernière victime du racisme dans le football italien. Du ambiance malsaine, Koulibaly a fini par être expulsé pour cumul de cartons et Naples a perdu la rencontre. L'essentiel était ailleurs. Le racisme subi par l'international sénégalais a capté l'attention et a soulevé de nombreuses réactions de soutien. Le monde du football dans son ensemble dénonce ce mauvais comportement des pseudo-supporters. Au sein du club napolitain, si son équipier Goulam parle de tristesse, son entraîneur Carlo Ancelotti menace de ne plus terminer la rencontre en pareille mésaventure. Les adversaires dans la Série A et dans les compétitions européennes font également front et regrettent le racisme et la discrimination à l'image de la superstar Cristiano Ronaldo. Les politiques italiens ne sont pas en reste. Le maire de la ville de Milan, Giuseppe Sala, demande pardon en son nom et celui de la localité. Au Sénégal, un élan de solidarité s'est créé dans les médias et dans les réseaux sociaux avec l'infographie Je suis Koulibaly, partagée par milliers. Ses coéquipiers en équipe nationale comme Sadio Mané inclus. La Fédération sénégalaise de football, par le biais d'un communiqué, condamne et attend des mesures des instances internationales pour bannir de tels actes. La commission de discipline de la Série A a de son côté déjà pris des sanctions. Koulibaly expulsé au cours de la rencontre est suspendu pour 2 matchs alors que l'Inter de Milan jouera 2 matchs à domicile à huis clos. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée.